Parlons politique. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur le plateau Sarah El Haïry, députée MoDem de Loire-Atlantique et également présidente du groupe d'études économie sociale et solidaire à l'Assemblée nationale. Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. On va consacrer l'intégralité de l'émission à une question qui est assez intéressante et méconnue, l'économie sociale et solidaire. Alors l'économie sociale et solidaire, ESS, tout le monde connaît l'acronyme, mais il y a peu de gens qui savent exactement ce qui se cache derrière. En quelques mots, comment on pourrait définir ce terme ? Eh bien, c'est le sujet de l'ESS, c'est le sujet de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Alors au sens, on va dire le plus rigoriste, le premier, on définit l'économie sociale et solidaire par ses familles, par les statuts qui composent cette économie. Donc il y a dedans les fondations, les mutuelles, les coopératives, les associations et les SCOP. Donc ça, c'est l'ESS au sens statutaire. Mais l'ESS, c'est avant tout une économie avec une philosophie, avec un socle de valeurs, qui d'abord prend l'humain au centre de chaque décision. Regarde avec beaucoup plus, j'ai envie de dire, d'intérêt et d'importance l'impact sur la société, mais aussi l'impact sur les salariés ou les gens qui composent l'entreprise. Finalement, l'ESS, c'est une économie humaine avant tout. Mais c'est aussi une économie. Donc derrière ce terme, il y a aussi l'objectif de performance économique, ce qui ne coule pas d'évidence pour pas mal de personnes en fait. Malheureusement, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'abord une économie et c'est pas pour rien que dans l'acronyme, la première lettre, c'est quand même le E. Le E d'économie, parce que ce sont des entreprises, ce sont des structures qui entreprennent. Et dans un inconscient collectif, on va dire, on imagine que l'économie sociale et solidaire n'est qu'une réponse à des situations, on va dire, de pauvreté, de transition sociale ou d'inégalité. Pas du tout. Il y a une partie de l'économie qui répond à ces grandes transitions sociales, à ces problèmes de notre société. C'est vrai, mais pas que. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont sur le marché économique, et doivent être performantes parce qu'il n'y a pas de règle de différenciation. Parce que pour survivre, pour partager, et j'ai envie de dire pour faire vivre leurs valeurs, elles ont besoin de faire du bénéfice, et c'est très bien comme ça. La seule différence, c'est qu'est-ce qu'on fait des bénéfices derrière ? Comment on les répartit, d'abord, comment on les injecte dans le territoire, et puis enfin, pourquoi on les fait ? Est-ce qu'on les fait d'abord et avant tout pour juste les remonter, ou est-ce qu'on souhaite les partager ? Est-ce qu'on souhaite en faire quelque chose de bien ? Oui, c'est d'abord le point essentiel entre les 5 familles. C'est finalement faire des bénéfices, bien sûr, être performant toujours, mais surtout ne jamais s'exclure du marché parce que c'est le terrain de jeu. Alors c'est le grand débat également entre ESS et RSE, donc responsabilité sociale et environnementale. De plus en plus, les valeurs de l'ESS, je veux dire, transpirent et pollinisent d'une certaine manière l'économie parce que tout simplement, un certain nombre d'entrepreneurs aujourd'hui souhaitent la réussite vertueuse de l'impact de leur entreprise dans la société et donc vont intégrer des règles sociales performantes, mais aussi par intérêt, je veux dire, propre, et c'est très bien parce qu'on sait qu'un salarié heureux est un salarié performant et donc vont pratiquer un certain nombre de pratiques, un certain nombre de méthodes utilisées par l'ESS. Alors on peut dire qu'elles sont ESS compatibles, c'est vrai, mais c'est d'abord dans le cadre d'une responsabilité sociale et environnementale. La vraie différence, c'est peut-être le côté gouvernance. Dans toutes les familles de l'ESS, il y a un socle, il y a une chose qu'il n'y a pas ailleurs, c'est le vote. Qu'on soit dans une association, qu'on soit dans une coopérative ou qu'on soit dans une mutuelle, alors on vote pour décider. Et ce vote, cet acte démocratique, est peut-être le seul, des fois, élément différenciant. Alors on est entre 10 et 12% du PIB. Sur certains territoires, nous sommes bien au-delà. Moi, je viens de Nantes. Et sur mon territoire, si on prend Pays de la Loire et Bretagne réunis, on est autour de 16%. Ce qui est hyper important, parce que dans la tradition de l'Ouest, il y a énormément de coopératives agricoles pour l'histoire. On peut aller bien plus loin, en réalité. On peut aller bien plus loin parce que l'ESS, c'est aussi une réponse, en tout cas les structures, c'est aussi une réponse pour ne pas avoir nos emplois délocalisés. Et je prends un exemple très concret. Quand on arrive à la fin de sa vie entrepreneuriale et qu'on souhaite céder son entreprise, qu'on n'a pas de repreneur, alors on peut faire le choix de céder à ses salariés. Et à ce moment-là, transformer sa société en coopérative, c'est-à-dire qu'elle appartient aux salariés qui la composent. Et avec
différentes formules, on peut imaginer l'ESS demain permettant d'apporter un certain nombre de réponses structurantes dans notre société, dans nos territoires. Que ce soit en reprise d'entreprise, que ce soit en création également de projets, mais la multitude des statuts sont très peu connus aujourd'hui dans notre pays. Du coup, il y a tout lieu d'imaginer que dans les années à venir, la part de salariés français qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire va augmenter. Oui, alors moi je milite pour, c'est un oui, peut-être en méthode quoi, et en vous disant oui, je l'espère, oui, je le veux, mais j'en ai foncièrement la conviction. Pour une raison toute simple, si vous regardez les différentes études qu'on fait à la sortie des écoles, par exemple, de commerce, on vous demande quel est l'élément important pour vous quand vous êtes à peine diplômé. Et énormément de jeunes, en tout cas de ma génération, répondent « Je veux une entreprise responsable, je veux avoir du sens dans ce que je vais faire, je veux une entreprise qui respecte l'environnement ou des valeurs. » Et finalement, ce sont des entreprises qui sont très, par leur ADN, très proches de ces transitions. Donc on peut imaginer, comme dans le marché, l'offre et la demande. Plus il y aura finalement de demandes de travailler dans des entreprises qui sont responsables, les entreprises qui prennent l'humain au centre de leurs décisions, plus on aura également peut-être de projets. Parce que peut-être que ces jeunes diplômés auront aussi l'envie de créer des structures de l'ESS innovantes, très agiles et qui répondent aux nouveaux besoins de notre économie. Beaucoup de choses, mais c'est un groupe qui est très atypique. En fait, ces groupes parlementaires, à la différence des groupes d'études à l'intérieur d'une même famille politique, ce sont des groupes qui sont transpartisans. Donc vous avez, lors des débats, des parlementaires qui vont avoir des visions très différentes de l'ESS. Vous allez en avoir un certain nombre qui ne voient que la partie, par exemple, associative de l'ESS, et donc non-lucrativité exclusive. Et finalement, vous en avez d'autres comme moi qui pensons que non, pas du tout. L'ESS doit d'abord ne pas oublier son premier E, c'est-à-dire économie, entrepreneuriat. Social et solidaire, bien sûr, mais la première lettre reste l'entrepreneuriat dans l'action. Et donc, dans ce groupe d'études, on débat. On fait également un certain nombre de rencontres et d'auditions, des réseaux qui structurent l'économie, mais aussi de réseaux qui sont, on va dire, pas au premier abord des familles de l'ESS. Je pense à l'entrepreneuriat social en particulier, où ce sont des entrepreneurs qui créent des entreprises, non pas avec des statuts de l'ESS, mais en se disant « je souhaite respecter les valeurs, je souhaite aller vers ces valeurs », mais sans en avoir le statut au début. Donc finalement, c'est pour bien comprendre et puis pour peser dans les différents textes de loi. C'est pour ça que nous venons de toutes les commissions de l'Assemblée. Donc au-delà des débats sémantiques, il y a aussi des actions concrètes qui ont été mises en place, j'imagine notamment pendant la loi Pacte. Exactement. Pendant la loi Travail. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors il y a eu des victoires et il y a eu des échecs. Au tout début, pour commencer et pour balayer, peut-être parler des échecs, il se trouve que l'ESS, comme elle est très peu connue et que l'organisation de l'ESS en France n'est pas encore totalement aboutie, on peut se le dire, l'organisation syndicale patronale, qui est l'UDES, aujourd'hui est exclue par exemple des comités régionaux qui vont permettre la mise en œuvre de l'apprentissage et de la formation. Pourquoi ? Parce que nous avons une représentation des organisations syndicales interprofessionnelles. Sauf que dans le cas de l'UDES, eh bien ce n'est pas le cas, puisqu'elle ne réunit que les structures de l'ESS. Et finalement, peut-être par manque d'élargissement, par manque d'audace, eh bien nous avons choisi un vote plus restreint, plus court, qui fait que le lobbying fait par le groupe n'a pas permis d'avancer. A l'inverse, dans le cadre de la loi Pacte, qui a vocation à stimuler la croissance de nos entreprises, nous avons un certain nombre de sujets qui ont bien avancé sur les fondations d'actionnaires, sur largement la participation, ou encore ce qu'on appelle l'agrément ESUS, qui permet peut-être ce trait d'union entre statut traditionnel de société, de SARL, et finalement valeur de l'ESS. Et par l'agrément, vous arrivez à relier et finalement rapprocher l'engagement, l'utilité, la volonté et le statut. Alors ce pacte a été présenté par effectivement le ministre en charge de la transition environnementale et solidaire. C'est pour ça que ça a été présenté par le ministre, parce qu'il a en plus dans son ministère un haut commissaire à l'économie sociale et solidaire. Moi je milite pour que réellement l'ESS soit porté soit par le Premier ministre, parce que c'est une économie qui est transversale et qui permet des transformations de la société, soit au ministère des Finances et de l'économie, et donc à Bercy. Pour une raison toute simple, tout à l'heure on en parlait, je pense au E d'économie et d'entreprise. Dans ce pacte, on répond d'abord et essentiellement à la nécessité de créer un écosystème entre les entreprises. On le sait,
pour augmenter la taille du marché, alors il faut créer de la convergence sur les territoires. Et donc nous avons lancé 2 choses en particulier, la labellisation des territoires, pour permettre sur un même bassin d'emploi plus de facilité, plus de convergence, mais aussi ce qu'on appelle le French Impact, qui est un accélérateur pour permettre d'incuber une sorte de pépinière de projets portant les valeurs de l'ESS, en mettant de l'argent public, mais avec de l'argent privé, donc des levées de fonds, permettant de stimuler. Parce qu'aujourd'hui, l'accès au financement, est-ce qu'il est difficile pour une ESS? Oui, plus, effectivement. C'est un des freins d'ailleurs de cette économie. Qu'est-ce qui pose problème? 2 choses. D'abord, une méconnaissance du monde bancaire des familles de l'ESS, c'est la première chose. Peut-être une chose et demie, je vais dire, avant de passer à la deuxième, qui est traditionnellement, l'ESS, les grandes structures de l'ESS n'ont pas été vers le prêt bancaire parce que les cautions, ce sont les salariés quand vous parlez d'une scope. Et donc, naturellement, il y a une certaine pudeur, une certaine prudence. Sauf que pour externaliser certaines actions, pour se numériser, mais aussi pour gagner à l'export, il y a besoin de financement. Donc il y a une deuxième phase qui arrive, qui est une conquête du monde bancaire en expliquant que ce sont des entreprises extrêmement vertueuses, mais en plus qui font du bénéfice. Donc ça, c'est une partie culturelle. Il y a entre guillemets un gros travail de propagande à faire auprès des acteurs bancaires. Oui, il y a une grande action de militantisme, oui, j'en suis convaincue. Et je pense que pour gagner cette bataille, il faut parler le même langage. Une entreprise qui performe, une entreprise qui fait des bénéfices, mais une entreprise qui en plus s'engage, c'est bankable pour tout le monde. Il n'y a pas à avoir de relations déséquilibrées. Quand c'est gagnant-gagnant pour la société, pour le salarié et pour le banquier, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas y aller? Finalement, jusque maintenant, c'était des freins peut-être culturels. Puis, quand on parlait de l'ESS, on parlait beaucoup des associations. Et donc, on voit la fragilité ou ce qu'on peut imaginer comme sensibilité. Donc, le fait de non-recherche de lucrativité peut questionner un banquier qui prête. Eh bien non, il faut lever ses doutes aujourd'hui et parler concrètement de la réalité de l'ESS. C'est quoi l'ESS aujourd'hui? Ce sont des entreprises qui sont leaders mondiaux, des fois leaders européens, ce sont des coopératives qui emploient des fois des milliers de salariés. Moi, je viens d'une SCOP, donc d'une coopérative où nous étions 2e leader mondial et pourtant 2000 salariés en France, dans un marché ultra concurrentiel, marché de services. Donc finalement, c'est peut-être aussi, je pense, la responsabilité des organisations qui portent l'ESS, syndicale ou patronale, de dire qu'aujourd'hui il faut s'ouvrir, aujourd'hui il faut assumer, et aujourd'hui il ne faut pas avoir peur de faire, oui peut-être, un peu de propagande. Il y aurait peut-être aussi un travail d'ouverture à faire du côté des pouvoirs publics, et justement, est-ce qu'à terme on ne pourrait pas envisager, par exemple, des quotas dans les marchés publics pour les entreprises issues de l'ESS? C'est un excellent débat. Parce que moi, je suis pour une économie, on va dire, de bonus-malus. Je vais être très claire, moi je prône foncièrement la liberté. Parce que je pense qu'il y a évidemment les règles du marché, mais pour accompagner des transitions bénéfiques, pour stimuler des économies qui sont peut-être plus vertueuses ou qui ont des conséquences ou des externalités positives sur nos territoires, alors il faut bonusser. Aujourd'hui, la seule règle dans les marchés qui n'est pas contraire au droit de la concurrence, c'est les notations responsabilité sociale et environnementale. Je pense qu'il faut passer un pas supplémentaire, et peut-être intégrer des critères permettant de prendre en compte les statuts de l'entreprise et leur action sur le territoire, que ce soit des actions de mécénat, que ce soit des créations de fondations d'entreprise, mais en tout cas des externalités positives sur le territoire. Pour ça, il faudra revoir effectivement les règles de la commande publique et les règles de la concurrence un petit peu. Je sais que les vraies limites sont des limites communautaires, mais on finira par trouver le point d'équilibre. Tout est une histoire de débat et de point d'équilibre. Est-ce que les élus y sont prêts? Oui, les élus sont même très demandeurs en réalité. Quand vous prenez les élus sur le territoire, donc je parle d'élus locaux, eux, ils voient les entreprises de l'ESS. Ils ont l'habitude de travailler avec eux. Et donc, ils voient bien l'intérêt de les choisir. Sauf qu'ils sont contraints par les codes et les règles des marchés publics. Ce qui est normal, c'est important pour la concurrence. Et en même temps, ils vous disent, mais ce n'est pas des entreprises exactement comme les autres. Comment je peux faire pour juste mettre en lumière peut-être une valeur qui est importante pour moi? Et donc aujourd'hui, les seules règles qui permettent de faire des jauges, c'est la question de l'insertion. Le nombre de personnes handicapées, par exemple, dans une entreprise. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ça ne prend pas en considération réellement l'impact sociétal, ou bien des règles internes à l'entreprise. Et là, je pense à la répartition de la richesse, ou encore aux grilles de salaire. Il y a énormément de clichés. Il y a énormément de clichés. Pour beaucoup de monde, l'ESS, c'est une économie communiste. Alors que pas du tout. C'est une économie sur le marché, c'est une économie libérée, c'est juste une économie un peu différente, c'est vrai, atypique,
Ça, c'est une certitude. Et finalement, les clichés jouent contre l'ESS. Quand vous vous levez et que vous dites, voilà, moi je prends la défense de l'ESS parce que je considère qu'on peut, sur les territoires, garder les PME et les emplois parce que c'est une des solutions pour la reprise d'entreprise, alors on vous écoute différemment. Parce qu'au fin fond de l'inconscient collectif, on imagine que l'ESS, c'est une économie subventionnée. Ce qui est totalement ironique. C'est ironique et faux. Parce que c'est loin d'être... Il n'y a pas de subvention publique dans cette économie. C'est une économie de marché comme les autres. Au contraire, elle est un peu plus vertueuse sur certains points, ça c'est une réalité. Mais peut-être que cette transformation, elle est aussi liée aux deux S, solidaire et social en même temps. Et finalement, il y a peut-être des images très politisées derrière cette économie. Alors que cette économie n'est ni de gauche ni de droite. C'est de l'économie. Et quand on parle d'économie, on ne parle pas de couleur politique. On parle de performance, on parle d'impact social, on parle de bien-être au travail, on parle des fois d'idéal, c'est vrai. Un peu de poésie, ça fait pas de mal. Mais finalement, ce n'est pas de la partisanerie. C'est d'abord et avant tout des réponses économiques pour les territoires. Et c'est en ça où les élus, en tout cas les parlementaires, doivent permettre de dépasser ce clivage. Nous allons arriver sur les 5 ans de la loi Hamon, donc la loi ESS. Je pense qu'il est grand temps peut-être de faire un état des lieux, un bilan et peut-être d'apporter de nouvelles réponses. Et pour l'instant, même sans avoir fait le bilan, est-ce qu'on peut dire que la France est en avance ou plutôt en retard par rapport aux autres pays en la matière d'économie sociale et solidaire? On est plutôt leader. Plutôt leader? On est plutôt leader dans on va dire, la multiplicité des formes. Parce que dans notre pays, on a la fameuse loi de 1901 qui permet des associations, mais aussi des associations commerciales. On a plus de statuts que d'autres pays. Par contre, nous sommes en retard sur la taille de nos entreprises. Mais c'est à l'image de notre économie. On a beaucoup de TPE-PME, nous avons des grands groupes, nous avons peu de TI. Et finalement, c'est un peu la même chose. Nous avons énormément d'entrepreneuriat social, donc d'entrepreneurs à petite taille. Nous avons des géants de l'économie sociale et solidaire, mutuelles, bancaires ou SCOP, particulièrement les coopératives agricoles. Mais entre les deux, nous n'avons pas nos ETI. Et c'est exactement le même symptôme. Finalement, il faut plus d'ETI. Pourquoi? Parce que ça permet de tirer les entrepreneurs sociaux et finalement de permettre peut-être une plus grande stabilité. Et les ETI rassurent beaucoup plus le monde bancaire. Donc permettraient d'être des locomotives au wagon et à la famille de l'ESS. Donc pour aller plus vite au niveau de l'économie sociale et solidaire, pour aller plus fort, vous avez en préparation un projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, projet de loi dont vous êtes l'initiatrice, un projet qui sera présenté en mars. Quels sont les grands axes de ce projet? Eh bien, tout à fait. Le 25 mars prochain, normalement, nous allons revenir en séance sur une loi que j'ai proposée et qui a été votée à l'unanimité en commission des lois. En quelques mots, le premier, c'est faciliter le prêt, parce qu'on parlait tout à l'heure de limite bancaire, le prêt entre les associations. Aujourd'hui, ça casse un petit peu le monopole bancaire. Je pense que je ne suis pas une grande fan des monopoles, donc de fait, j'aime libérer un petit peu les énergies. Et donc, c'est pour répondre à une difficulté. Mais également flécher. Aujourd'hui, il y a des comptes inactifs dans le monde associatif. Eh bien, je propose qu'au lieu que ça tombe dans le budget général, que ça revienne à un fonds spécifique pour permettre d'accélérer, d'accompagner les structures associatives. Mais aussi, on avance sur les questions des fondations, on avance sur la question aussi des biens mal acquis. Et peut-être là, c'est plus des valeurs. Mais quand un bien immobilier est saisi et qu'il ne servait pas, parce qu'il n'était pas prévu dans le budget de l'État, et qu'il a été condamné, je pense qu'on peut le mettre à disposition d'associations qui servent l'intérêt général et la société. On suivra le projet de loi et les amendements de près. Merci beaucoup Sarah Léry d'être venue nous voir chez Décideur Magazine et tous nos vœux de succès pour votre prochaine loi. Merci beaucoup, à bientôt.